Amiroliste, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Twilight 2000. Twilight 2000, c'est un jeu de chez Free League qui a dû sortir en 2021, si ma mémoire est bonne. C'est en fait une nouvelle édition du vieux jeu de GDW, dont la première édition était en 84 ou 87. Non, 84, c'est bien ça. La première édition avait été, donc c'était GDW en 1984. Donc là, je veux vous parler de la nouvelle édition de chez Free League qui, normalement, devrait bénéficier d'une traduction. Alors, a priori, ça avait été annoncé cette année, je crois, après la rentrée, à partir du mois d'octobre. Traduction qui sera faite par Arkham Asylum Publishing. Donc aujourd'hui, Twilight 2000. Alors, avant de rentrer dans les détails, donc Twilight 2000, c'est un jeu qui est sous-titré Role Playing in the World War III That Never Was. En fait, jouer dans le monde de la Troisième Guerre mondiale qui ne s'est jamais passé. Quand je l'ai acheté, en fait, j'ai voulu le faire jouer. Puis sont arrivés, en fait, l'attaque russe sur l'Ukraine très rapidement. Et du coup, ça m'a fait un peu passer l'envie d'y jouer à l'époque. Parce qu'en fait, la Troisième Guerre mondiale qui n'a jamais eu lieu, on va dire, on pourrait continuer maintenant pour l'instant. Et en fait, Twilight 2000, c'est un jeu très militaire. Vous jouez des militaires à la base, mais je vais rentrer dans les détails. Mais avant ça, je vais vous parler de la forme, donc du contenu de la boîte, parce qu'en fait, c'est un rare jeu qui arrive encore en boîte. Donc, de la boîte, du contenu. Et après, comme d'habitude, je vous parlerai du monde, de ce que l'on joue, du système, etc. Donc déjà, le contenu de la boîte. Alors si vous regardez le contenu de la boîte, on a une boîte quand même qui est très très remplie. La qualité de la boîte est très très bonne. On a du carton qui ne s'affaisse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ça, on a des rapports en fait qui donnent le setting initial, mais vraiment initial. J'y viendrai en détail plus tard. On a deux livrets en fait de règles. On a le manuel de l'arbitre et on a, sans trop de surprise, le manuel du joueur. Voilà, donc les deux manuels à l'intérieur que vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a quelque chose comme... Là, on a une centaine de pages. Et sur l'autre, on a 150 pages. Alors moi, j'aime beaucoup en fait les illustrations. Elles sont différentes des illustrations de Free League. C'est pas le même illustrateur. Et je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes. Alors celles-là-ci, elles vont vous faire penser justement les doubles pages, où ça va être le même illustrateur, d'ailleurs, à moins que je me trompe, de celui qui a fait Alien et compagnie. Mais par contre, toutes les autres petites illustrations que vous avez à l'intérieur, moi je les trouve très très chouettes. Les portraits, ces dessins-là de scènes de guerre, etc., etc. Vous voyez, on se retrouve en fait dans ce style d'illustration que j'aime beaucoup. Voilà. Donc en fait, on a les deux manuels là, c'est des couvertures souples, mais vous voyez, c'est relativement, sur deux colonnes, c'est bien présenté, c'est très clair, comme d'habitude chez Free League en fait. À ce niveau-là, vous voyez le style de dessin de ce que je voulais vous, mais on reviendra là-dessus, de ce que je voulais vous parler. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du matériel? On a un paquet de dés spéciaux, on y viendra. On a un paquet de cartes d'initiative. Alors, ceux qui sont habitués au système de chez Free League, vous voyez, il n'y a pas de surprise, c'est comme d'habitude. Vous en avez 10. Et vous avez tout un paquet de cartes de rencontres. Donc là, je vous expliquerai comment les utiliser. Enfin, je vous montrerai dans les règles comment c'est prévu de les utiliser. Parce qu'en fait, Twilight 2000 est quand même un jeu plus ou moins bac à sable qui se veut avec un minimum de préparation. Et donc, en fait, les cartes de rencontre viennent vraiment au premier plan à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver des feuilles de personnages. Voilà, donc voilà, les feuilles de personnages, donc c'est clair, machin. Le système, ceux qui sont habitués au Year Zero Engine, donc là c'est un Year Zero Engine modifié.
hein. C'est-à-dire on n'a plus une boîte de D6, mais on a en fait des dés qui correspondent aux caractéristiques et aux skills. On viendra là-dessus, en fait, c'est le même système que Blade Runner, avec une grosse amélioration, enfin, pour moi, au niveau du système de combat et de la gestion des armes. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des battle maps. Des battle maps tactiques, vous voyez, donc avec des hexagones. Hein. Voilà. Et il y en a quelques-unes. Alors, là, c'est un peu le foutoir de ma boîte. Hein. Tout est un peu mélangé. On reviendra après. Là, vous avez les cartes stratégiques. Alors, parce qu'en fait, vous avez deux settings possibles. Il y a la Pologne et la Suède. Hein, je vous montre ça, voilà. Les cartes, vous voyez, ça, vous avez la carte de la Pologne, et donc où les événements du jeu vont se passer. Et de l'autre côté, vous avez le setting suédois, qui se trouve ici. Voilà. Donc voilà. Notez que c'est pas du papier, c'est un peu du papier fort, on va dire. On revient sur les maps tactiques, hein, qui à chaque fois sont recto verso. Voilà. Des pions. Bon, on va verser la boîte, ce sera plus simple. Donc, encore des maps tactiques, j'enlève la boîte. Voilà. Donc toujours les maps tactiques avec ces hexagones. Voilà. Il y en a quand même quelques-unes. Alors elles correspondent aussi à des lieux de scénario qui sont dans les bouquins. Voilà. Alors ça fait très wargame tactique, hein, à ce niveau-là. On termine, vous voyez, vous en avez quelques-unes quand même. Il y a beaucoup de matériel dans cette boîte. Et on termine en fait par les pions, comme un peu dans un wargame classique de man-to-man. Vous verrez à quoi ça sert, ce que j'en pense, etc. un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour la forme en fait de cette boîte et son contenu qui est vraiment très bien fourni. Alors le monde, où est-ce qu'on joue? En fait, on joue dans un univers dont la timeline a changé la timeline a changé de la nôtre en 1991 lors du putsch en fait des généraux. Putsch qui a échoué. Là, dans le jeu, en fait, le fameux putsch a réussi et vous avez en gros tout l'historique dans le manuel de l'arbitre qui va vous rappeler ce qui s'est passé. Vous voyez, un monde en guerre. Pourquoi? Parce que, voilà, en fait, on vous explique tout ce qui s'est passé. Hein. En 91, Yeltsin qui est devenu président, le coup d'État, etc., etc. Et jusqu'à en fait, à l'URSS qui est rentré en Pologne et qui s'est confronté, en fait, aux forces de l'OTAN. Là-dessus, ils ont utilisé, il y a eu un échange de bombes nucléaires tactiques, puis un échange de bombes nucléaires stratégiques, mais limité, on va dire, pour pas que, en fait, le monde n'a pas sombré dans une apocalypse totale, mais on a quand même eu des échanges, en fait, de missiles balistiques entre la Russie et l'Amérique et l'Europe, hein, donc quand même. Mais en fait, la guerre a continué. Les unités se sont un peu, vous imaginez, dans un monde complètement détruit. Les unités militaires se sont retrouvées effectivement un peu éparpillées de partout. Il y a eu effectivement un mini-hiver nucléaire qui a été très difficile. Enfin, un hiver nucléaire, un hiver très sévère, absolument pour tout le monde. Et en fait, on se retrouve quand même en fait, dans les sociétés qui se sont effondrées. Pourtant, en fait, il y a en l'an 2000, les armées de l'OTAN ont quand même réussi à mener une attaque contre les positions russes, hein, sur toute la ligne de front. C'est l'opération Reset. Et cette opération, ça est tombé en fait a fait un échec total. Les Russes étaient beaucoup plus préparés que ce qui était prévu. Et résultat des courses, les unités se sont fait exploser et sont un peu dispersées un peu partout. Les derniers mots de votre QG, c'est « vous êtes seul, bonne chance ». Voilà.
Donc en fait, voilà en gros l'univers dans lequel on va jouer. C'est pas vraiment du post-apo, parce qu'en fait l'apocalypse est en cours, on va dire. C'est un univers très militaire. Pourquoi? Parce qu'en fait là, vous êtes vraiment au moment où vous avez ces deux armées qui s'affrontent, enfin plus ou moins le reste des deux armées dans un qui a vraiment plus de, il y a vraiment plus de contrôle au niveau logistique, au niveau commandement. Donc les unités sont un peu éparpillées partout et vous êtes livré à vous-même. Voilà, en gros, l'histoire du monde. Vous trouvez ça ici. Donc, à noter qu'il y a effectivement, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, vous avez deux settings possibles. La Pologne, hein, vos unités étaient engagées en Pologne, et vous avez la Suède. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, le setting de base du vieux jeu de 1984 se passe en Pologne, donc ils l'ont repris. Mais comme Free League est une boîte suédoise, ils ont fait leur setting aussi en Suède. J'avais entendu dire que AAP voulait faire un truc un peu pareil pour la France, mais ça me semble très difficile par rapport au background. Je ne vois pas comment ils vont faire ça, parce qu'en fait, on nous explique que les unités russes sont arrivées, sont passées par l'Autriche, sont arrivées en Allemagne, enfin vous voyez le truc. Mais en fait, elles ne sont jamais rentrées en France. Il y a eu effectivement des échanges aussi de bombes nucléaires sur la France, mais pas d'unités militaires russes qui sont rentrées jusque dans le territoire français. Donc je ne vois vraiment pas comment ils peuvent arriver à faire un setting français sur le coup. Voilà, donc on vous explique, vous voyez, la Pologne, on vous explique, après vous avez tout un ordre de bataille en Pologne avec les différentes unités, vous voyez, on est quand même dans un jeu militariste très fort. La Pologne, voilà, vous avez la Suède, vous avez aussi les autres pays, hein, voilà, vous avez l'Allemagne, la situation de l'Allemagne, la situation de la France, du Royaume-Uni, de l'Amérique et du reste du monde. Voilà, donc là, vous avez tout le setting qui est ici, qui est là. En fait, il est prévu que le jeu commence juste après l'opération Reset. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un background, enfin, oui, un background sur le setting, éventuellement à donner à vos joueurs. Il est ici, en fait, il y en a deux. Il y en a un pour la Pologne et il y en a un pour la Suède. Alors, celui-là, c'est pour la Pologne. Vous voyez, il vous donne les positions ennemies repéré par l'intelligence américaine, avec le plan d'attaque, etc., et toute la mission, etc. Et de l'autre côté, en fait, le compte-rendu final de la mission, qui nous explique que ça s'est pas du tout passé comme prévu, et que, la plupart des unités sont un peu massacrées, et que vous êtes du coup livré à vous-même pour essayer éventuellement de rentrer chez vous. Voilà. Et donc vous avez la même chose pour le setting suédois, avec, vous voyez, le même, pareil, le plan d'attaque, la situation avant et la situation après, qui se termine mal également. Comme je disais, on n'est pas vraiment dans un jeu on n'est pas dans un jeu post-apo, mais on est plutôt dans un survival pendant l'apocalypse. Voilà pour moi ce que je dirais du monde. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous parler de ce que l'on joue et comment on joue tout ça. Alors, pour vous parler de ce que l'on joue, je vais prendre le manuel du joueur, parce que là, vous avez absolument tout ce que vous allez pouvoir jouer. Alors, de base, en fait, c'est prévu. Vous allez jouer ou des militaires ou des civils, mais en gros, au départ, le cœur en fait de votre groupe va certainement être une unité militaire en déroute, hein, qui aura peut-être récupéré quelques civils avec, et qui sont livrés à eux-mêmes. Donc là, on va approcher, après, je vous expliquerai le côté bac à sable de la chose. Mais en gros, vous allez jouer effectivement des hommes ou des femmes militaires, ou des hommes et des femmes civils, embarqués dans cet apocalypse en cours, dans cette guerre en cours. Donc, vous voyez, on se retrouve effectivement avec, voilà, vous êtes livré à vous-même. Donc, vous commencez près de Calice, hein, c'est ce qu'on donne. Donc, les joueurs, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, donc, voilà, vous pouvez jouer des unités, alors, ou vous faites partie d'une division américaine, ou vous pouvez faire partie d'autres choses, comme vous voulez. Hein. Donc, je vous explique, voilà. Les personnages joueurs sont ici. Alors, comme je vous disais, au départ, c'est quand même un jeu très, très militaire. Donc, vous avez les différents rangs de chaque armée, enfin, l'armée, les factions, parce qu'en les factions, alors, vous jouez que des alliés, a priori, hein. Enfin, du côté allié.
Mais on peut tout imaginer. Donc vous avez la faction, donc les États-Unis, les Soviétiques, l'armée polonaise, les Suédois, l'armée suédoise ou les Suédois. Voilà, je vous expliquerai le système plus tard, mais je vais déjà vous parler de ce qu'on joue en fait. Alors, vous avez deux possibilités de créer vos personnages. Vous avez des archétypes, hein, donc le civil, grunt, je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne me rappelle plus, enfin bon, peu importe. Hein, celui qui porte la grosse sulfateuse, le gamin, le mécano, le médic, le médecin, l'officier, l'opérateur, et ça, le spook, le fantôme, c'est un peu les unités d'espionnage, d'intelligence. Alors, où vous allez jouer en prenant un archétype de départ, avec, bon, vous avez tout, hein. Vous avez son apparence, ses spécialités à prendre, son code moral, hein. Vous allez prendre un code moral là-dedans, son rêve ultime, hein, voilà, par exemple, le gamin, ça va être quoi, grandir et vivre assez longtemps pour le faire. Voilà, comment vous avez rencontré le groupe, hein, donc des idées à chaque fois, et votre matériel de départ. Hein, donc vous avez ça, les archétypes. Ou alors vous avez une autre solution que je trouve beaucoup plus beaucoup plus sympa, enfin pour moi après, hein, qui va vous permettre de plus développer effectivement votre personnage. Vous allez créer votre personnage de A à Z, depuis son enfance jusqu'à l'irruption de la guerre. Donc vous voyez, vous avez son enfance qui est ici, s'il est rentré dans l'armée, vous avez deux possibilités. Ou il soit rentré dans l'armée, ou il est resté civil, mais ça, on est pré-guerre, hein, donc avant que la guerre éclate. Donc ça, c'est pour sa carrière militaire. Et vous avez également, là, par contre, pour, vous voyez, toute la carrière civile. Donc il aurait pu très bien être dans la police, dans le crime, les cols bleus, les renseignements, l'éducation, les cols blancs. Et après, la guerre qui se déclare, et qu'est-ce qu'il est venu de lui. Donc à chaque fois, c'est un peu comme Traveler, hein, vous avez comment dire, des termes, donc des périodes. Vous allez, à la fin de chaque période que vous faites, alors vous allez choisir effectivement ce qu'il était pendant cette période, hein, avant la guerre ou quoi, et une fois que vous avez déterminé, alors chaque période, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer une spécialité, ça va vous donner des talents, ça va vous donner un truc de départ, ce genre de choses. Et une fois que vous avez fait la période en cours, vous lancez un dé et vous allez voir si la guerre a éclaté. Et dans ce cas-là, si elle a éclaté, on arrive à la dernière partie de la création de votre personnage, c'est le Hattoir, qui est ici. Voilà. Et ça va lui donner sa dernière carrière et les talents attachés à celle-ci. En sachant qu'également, vous allez prendre de base un certain nombre de radiations, et oui, comme je vous l'ai dit, les missiles sont quand même tombés il y a 2 ans, et donc votre personnage a peut-être déjà emmagasiné un peu de radiation permanente, ce qui nuit un peu à sa santé, on va dire. Voilà ce que vous allez jouer. Alors, bien sûr, là, on est vraiment dans un jeu d'action, hein, donc tous les personnages vont avoir des talents et des compétences liées en fait à l'environnement. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez jouer, donc ou des unités militaires ou des civils. Après vous pouvez tout imaginer, hein, vous pouvez aussi imaginer un espion un espion soviétique au sein d'un groupe, par exemple, au sein du groupe, pourquoi pas? Tout est possible. Voilà, alors ça c'est ce que vous allez jouer. Alors maintenant, je vais vous parler en fait du système. Alors je vais vous parler du système à partir de sa feuille de personnage. Comme je vous ai dit, c'est le même système que Blade Runner, un peu différent sur le combat, mais de base c'est le même système. Alors comment ça se joue? Vous voyez, ici vous avez donc là vous avez toutes les compétences qui sont ici, c'est la première ligne, les compétences, hein, la force, l'agilité, l'intelligence et l'empathie. Et enfin, les caractéristiques du coup, Fred, caractéristiques, force, agilité, intelligence, empathie. Et en dessous, 3 compétences qui sont liées à cette caractéristique. Les caractéristiques sont notées non pas en valeur, mais enfin si en valeur, mais ce sont des lettres. Ça va de A
à F, enfin pour les caractéristiques de A à D et pour les compétences de A à F. A, ça va vous lancer un des 12, permettre de lancer un des 12. Le B, il est où? Un des 10. Le C, un des 8. Et le D, un des 6. Voilà. En sachant que si vous n'avez pas la compétence, bah, vous ne lancez pas de dés de compétence. Donc en gros, vous allez lancer 2 dés. En fonction de votre niveau de compétence ou et de caractéristiques, en fonction de votre niveau de caractéristiques et de compétences, vous allez lancer ou 2 dés 12 par exemple. Admettons que vous ayez A en force et A en close combat, bah, vous allez lancer 2 dés 12. Si vous avez, je ne sais pas, vous avez C en agilité et que vous avez A en tir à distance, eh ben, comme j'ai dit, donc C, vous allez lancer un des 8 pour le C et un des 12 pour le A. Donc à noter que là, vous notez le A, B, C, D, E, F, et puis ici, vous mettez la conversion, donc ça va être des 12, des 8, des 6, histoire de se rappeler un peu la correspondance. Comment on résout une action? Ben, c'est simple. Vous avez c'est un peu comme d'habitude chez Free League, les cibles sur les dés, c'est un succès. Quand il y a 2, il y a 2 succès. Quand il n'y a rien du tout, bah, il y a un chiffre. C'est un échec, en fait. Et ceci, c'est un échec qui risque d'emmener une complication. Admettons que je lance 2D12, vous voyez, là, bon, là j'ai un succès. Je refais ça. Là, j'ai aussi un succès, mais admettons que je fasse ceci et je fasse, je ne sais pas, ceci. Donc ça, c'est un échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux, comme dans les autres jeux de leur gamme, pousser le dé. Et là, si on pousse le dé, ben, on garde toujours celui où il y a un symbole sur le dé, en l'occurrence celui-là c'est l'échec, et je vais relancer celui-là. En sachant que quand vous le relancez, donc là ça va me donner un succès. Donc je vais avoir réussi mon action, mais je vais en prendre en compte ce symbole. Et ce symbole peut emmener des complications. Et surtout quand vous poussez le dé, vous prenez un point de dégâts ou sur les caractéristiques physiques ou sur les caractéristiques morales. Ça, c'est ce que vous retrouvez à peu près à chaque fois dans le Year Zero Engine. Voilà comment ça fonctionne de base. J'ai oublié de vous parler d'un truc important dans les caractéristiques. Vous en avez une qui est ici, c'est Coolness Under Fire, garder son sang-froid sous le feu de l'ennemi. On en parlera plus tard. Voilà, donc en gros, alors oui, on vous donne par exemple les scores d'attributs sont ici. Hein. A, c'est extraordinaire. B, c'est capable. C, c'est moyen. Et D, c'est faible. Voilà. Et en gros, ça, c'est le système de base. Hein, voilà, vous avez une feuille de personnage là qui est complètement remplie. Donc vous voyez, vous avez A, B, vous avez A en force, A en agilité, C en intelligence, D en empathie. Et les valeurs en dessous qui sont là. Avec les points de vie qui sont ici, la capacité de stress qui sont ici, c'est les points de vie mentaux, on va dire, et garder son sang-froid sur le feu ennemi qui est là. Vous pouvez avoir aussi des armures éventuellement qui sont ici, et des radiations, vous voyez, vous avez des radiations permanentes ou des radiations temporaires, et votre équipement qui est très important vu qu'on est quand même dans un environnement survival. Donc, voilà pour le système de base, hein, voilà, donc il est ici. Hein, donc lancer les dés, c'est ce que je vous ai dit. Le succès, il est là. Et donc le pushing, hein, donc relancer les dés, ce que je vous ai expliqué. Dans ce cas-là, vous relancez tous les dés, sauf ceux-là. Et qui vont vous faire déjà un point de dégâts. Et en plus... Non, ça va pas vous faire un point de dégâts à chaque fois, ça va vous faire un point de dégâts si vous avez tiré le symbole là, excusez-moi. Donc voilà le système de base. Après, vous avez vu, vous avez ceci. Alors là, je vais vous expliquer parce que c'est quelque chose que j'aime bien, ce qu'ils ont fait au niveau du système de combat en fait, et donc ils l'ont un peu développé. Mais avant ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des spécialités, ils sont ici. Donc, combat au corps à corps,
armes lourdes, survival, recon, etc. À chaque fois, les spécialités, en fait, vous donnent un modificateur. Ce n'est qu'un modificateur. Et dans le modificateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un modificateur ne vous rajoute pas un plus ou quoi que ce soit sur un dé, mais il vous change le niveau du dé. Hein. Le modificateur peut être en positif ou en négatif. Donc par exemple, un dé 6, vous avez un plus 1 en modificateur, il va devenir un dé 8. Si vous avez un moins 1, il disparaît, vous n'en avez plus. Si vous aviez un dé 12, eh ben, le fameux dé 12, vous avez un malus, il va devenir un dé 10. Et si vous aviez par exemple un D8 et que vous avez, vous avez 2 bonus, bah lui, il va devenir un D12. Voilà, c'est tout, c'est simple, ça fonctionne. Donc en fait, toutes les spécialités fonctionnent comme ça, vont vous donner en fait un bonus à un type de jet. Hein, par exemple, voilà, combat engineer, il va vous donner plus 1 ou lancer de dés techniques pour placer ou désarmer des mines. Voilà. Le combat et les dégâts, ça c'est dans un jeu purement, on va dire, dans un jeu en fait qui met beaucoup en avant en fait toutes les armes, hein, le côté militaire, il faut que le système suive. Et là, ils l'ont un peu, on va dire, lui donner un peu plus de corps, on va dire, que par exemple celui de Blade Runner. Je vais vous montrer comment. Alors, l'initiative, c'est comme dans Alien ou dans Blade Runner ou quoi, bah, vous tirez une carte, celui qui a la plus petite agit en premier, etc. Donc ça, 10 cartes d'initiative, c'est comme dans les autres jeux. Quand vous tirez, alors là, quand vous tirez, alors vous avez le droit dans votre rune de faire une action, vous pouvez faire une action lente, et une action rapide. Hein, donc vous avez toutes les actions lentes qui sont ici, toutes les actions rapides qui sont ici. Action lente, par exemple, c'est persuader quelqu'un, ou en fait, enlever réparer une arme qui s'est enrayée. Par exemple, ça c'est une action lente. Tirer, tout ça, c'est une action rapide. Je vous parlerai de tout ça après. Je vais simplement vous parler du combat pour l'instant de base que j'aime beaucoup dans le combat à distance. Alors, en fonction du combat à distance, donc vous allez faire un jet avec votre agilité et votre compétence de tir à distance. Donc, ça va vous donner 2 dés comme d'habitude. Hein. Et là, par contre, vous, comme je disais, on est dans le survival, il va falloir quand même voir vos munitions. Alors, vos munitions, vous avez en fait les armes qui sont ici, par exemple. Il y a 2 choses qui sont importantes enfin, 3 choses qui sont importantes. C'est son ROF. ROF, c'est Rate of Fire, donc la rapidité de tir. Les dégâts qu'ils infligent, les critiques. Le niveau de critique, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, en fait, quand vous lancez, je vous ai dit, vous lancez 2d6, enfin 2d, en fonction de votre caractéristique et votre compétence. Je vous ai dit, une arme, elle a un rate of fire, donc une rapidité de tir qui est notée ici. Par exemple, là, celle-là, le flingue là, a 2 de rate of fire. La mitrailleuse là, elle en a 4, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lancez vos 2 dés, ou vous décidez d'utiliser le moins possible de munitions, et dans ce cas-là, vous allez en dépenser une munition, mais vous lancez que vos 2 dés, ou alors vous lancez autant de D6, enfin, entre 0, donc ce que je viens de vous dire, et votre rate of fire en dés. Donc si vous avez un rate of fire pour votre arme de 2, vous pouvez lancer jusqu'à 2 dés. C'est la 4, vous pouvez lancer jusqu'à 4 dés. Admettons, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Alors en notant que sur les dés là, on a déjà ces dés là, ces symboles là qui représentent toujours un problème. Et on en a un nouveau qui est une cartouche. Je vais vous montrer ce que c'est. Et ça, j'aime bien. Alors, donc, admettons que là, je tire à la mitrailleuse et je décide de balancer toute la purée. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, bah alors là, voilà. Alors là, je vais vous donner l'exemple. Ça va me faire déjà, alors 2 et 4, ça veut dire que j'ai raté complètement mon tir. Donc, je n'ai pas touché la cible. J'ai utilisé 4 et 3, 7 et 2
9 points de munitions. Donc j'ai utilisé 9 balles, enfin 9 points de munitions, ce qui peut être un peu, un peu gênant, surtout pour rien. Par contre, j'ai ça. Donc là, quand j'ai pas touché, ce qui est le cas, ça peut, je vais obliger avec ça, en fait, à voir si l'ennemi est, il est victime de suppression. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est obligé de se planquer et de plus rien faire de son tour. Donc quand vous prenez ce genre de résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le résultat, je ne peux avoir que ce résultat parce que j'ai raté mon tir. Si je le réussis, c'est autre chose, je vous en parlerai après. Donc on va être obligé de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre cible va être obligé de faire un Coolness Under Fire. Donc il va lancer un dé par rapport à, sa compétence de garder le sang-froid sous le feu de l'ennemi. S'il rate, en fait, il va être obligé de se planquer et ne pas pouvoir tirer, et même que ça va se propager, en fait, à ses copains aux alentours. Donc peut-être sur un tir comme ça, même si je l'ai raté, en fait, tout le monde va être obligé de se planquer parce que ils perdent leur sang-froid. On va faire un deuxième en mettant que je fasse autre chose. Là, c'est mieux, vous voyez, j'ai 2 succès. Donc déjà, ça veut dire que j'utilise 7 points, les 2 chiffres, 7 points de munitions. Et j'ai 2 cartouches. Alors déjà, 2 succès, ça veut dire que j'ai touché. De base, les dégâts que j'inflige, ce sont les dégâts de l'arme. Donc on va mettre les dés là de côté. Je vous montre, les dégâts de l'arme sont ici. Par exemple, le M4, lui, il fait 2 points de dégâts. Donc. Et pour chaque cible que j'obtiens sur les dés en plus de la première, je fais un point de dégâts en plus. Donc là, je vais faire 2 points de dégâts. Je vais en faire 3, en fait. 2 plus 1, 3. Et j'ai 2 succès comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux ajouter un point de dégâts pour chaque. Donc là, on est déjà à 2 plus 1, 3 si je fais ça. Et 2, 4. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, en fait, je fais pas plus de dégâts, mais j'ai touché aussi une autre cible. Et ça, j'aime bien, parce que on a un choix à faire à ce moment-là. Donc on a sur un jet de dés les cartouches qui vont être dépensées en fonction du nombre de dés que j'aurais décidé de lancer. Vous avez tout, vous avez les dégâts. En sachant que si je fais ça, un seul comme ça, en fait, mon arme, elle prend un point de dégâts parce qu'en fait, sur sa capacité de résistance, on va dire, elle peut être foutue, du coup, à force. Et si je fais 2 comme ça, elle s'enraye. Voilà. Et vous avez en fait tout le système de combat qui est ici, en sachant, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la feuille de personnage qui était pré-remplie, il y avait 6 points de vie. Là, j'en ai déjà infligé, comme je disais, 2, 3, 4, 5. Et en plus, chaque arme a un critique. Si je dépasse ces dégâts-là, enfin un critique, chaque arme a une valeur de critique, en fait. Et ça veut dire que, par exemple, celle-là, si je fais 4 points de dégâts ou plus, ça veut dire que j'inflige un critique à la cible. Et un critique à la cible, c'est mal, parce qu'ils sont là. Donc vous avez un dé, si vous voulez, ou vous avez une table. Je veux dire, voilà, là j'ai touché, vous voyez, dans le corps. Là c'est dans le corps. C'est toujours dans le corps, là. Là j'ai touché dans les jambes. Là j'ai touché dans les bras. Et il y en a un où j'ai touché dans la tête. Et là, dans ce cas-là, je vais lancer un critique en fonction de la localisation. Et vous remarquerez que les critiques sont très, très méchants. Parce que, vous voyez, vous avez une colonne létale. Là, par exemple, dans la tête, à partir de vous lancez un des 10, en fait. Et si je fais entre 5 et plus, en fait, mon critique est mortel. Il va absolument falloir avoir un soin très rapidement, sinon votre personnage va mourir. Donc là, on est quand même dans un système de combat, je ne vais pas dire réaliste, mais très méchant, on va dire. On n'est pas dans on n'est pas dans du pulp, on n'encaisse pas les balles comme ça, et on ne les évite pas non plus comme ça. Quand on en prend une, c'est très mal. Et j'aime beaucoup cette histoire de lancer des dés en plus par rapport à ce que je souhaite balancer comme rafale, comme tir. Est-ce que je décide de tirer? Alors en sachant que si vous dépassez en fait le nombre de cartouches de votre... admettons que là je fais, je sais pas, je fais
5 et qu'il me restait 3 cartouches, c'est pas grave, mon arme sera vide, mais après le tir. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment cool au niveau de la gestion du combat. Voilà, donc en fait, tout le système se base là-dessus. Un dé pour la caractéristique, un dé pour la compétence, une cible réussie, au-delà réussie plus rapidement ou mieux réussie. Et pour le combat, c'est pareil, sauf que une cible touchée, deux cibles, un dégât supplémentaire et surtout ce nombre de D6 que vous lancez à côté en fonction de comment vous allez utiliser votre arme. Est-ce que vous tirez comme un fou ou est-ce que vous y allez mollo et voulez économiser les munitions. Ça va dépendre de la situation. Mais comme c'est un choix au joueur, ça j'aime bien. C'est pas on ne bouffe pas les munitions au hasard, c'est à la base un choix. Alors bien sûr, c'est quand même au hasard parce qu'en fait vous avez entre 2 et 4 sur chaque dé. Donc non, 2 et 5 en fait. Si vous lancez un dé, vous pouvez claquer une munition si vous faites ça par exemple. De 2 à 5 munitions, mais c'est quand même votre choix. Est-ce que vous lancez un dé, 2 dés, 3 dés plus le coût de la suppression, plus le coût des critiques, tout ça fait un système en fait très cohérent et très solide à ce niveau-là. Voilà pour en gros le système. Alors vous pouvez prendre des dégâts de stress aussi dans ce cas-là, et vous avez également des critiques de stress qui peuvent se transformer en choc permanent. Genre, effectivement, vous tremblez, vous faites des cauchemars, etc. etc. Et on est quand même vraiment dans du réalisme à ce niveau-là. J'aime pas trop employer le mot réalisme dans un jeu de rôle, mais là, à ce niveau, on est quand même dans il y a cette petite chose qui, à table, va vous mettre sur le champ de bataille. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler d'autres trucs, des cartes, des machins, etc. Twilight 2000 est fourni avec des battle maps. Vous en avez un certain nombre qui vont vous donner différents terrains. Par exemple, une route. Vous avez là comme une espèce de ferme détruite, forêt avec une rivière. Donc encore une route, une ville détruite, des bâtiments détruits, je veux dire, etc., etc. Vous en avez pas mal. Donc ils sont assez variés pour faire votre champ de bataille, si j'ose dire. Et vous avez à côté de ça, et c'est assez rare dans les jeux, des pions. Et là, ça va vous plonger un peu dans du wargame tactique. Les petits points, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des wargames tactiques, les petits points au centre, c'est pour mesurer en fait si vous êtes à couvert ou pas. Par exemple, si vous êtes ici, vous voyez, vous avez un rocher. Donc là, vous pouvez être partiellement couvert, etc. Et les règles prévoient la chose. Vous avez des véhicules également qui sont ici, parce que je ne vous ai pas parlé du combat de véhicules, mais je vous en parlerai après. De la fumée pour si vous lancez des fumigènes, des cibles pour dire vous en visez un, et vous attendez quelque chose. Suppresse, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les mines, les attaques chimiques, vous avez tout ça sur ces planches de carton pour mettre ça sur vos battle maps. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, personnellement, je joue très rarement avec des battle maps, quasiment même jamais. Je préfère toujours le théâtre de l'esprit, mais par contre, là, pourquoi pas, si on a vraiment beaucoup d'unités, on peut imaginer utiliser ça. Mais je vous avoue que utiliser ces pions, ces machins, je préfère un vrai wargame tactique. Moi, personnellement, je suis un peu biclassé wargame jeu de rôle. Et donc, j'irais plus utiliser en fait un vrai wargame tactique plutôt que ça. Qui est sympa quand même, peut-être pour plonger dans l'ambiance. Et si vous avez l'habitude des battle maps, voilà, ça vous permet quand même de visualiser un peu le champ de bataille et les positions de chacun, pourquoi pas. Voilà. Bien sûr, ça n'a pas que ses avantages, parce que si le maître de jeu décide qu'il y a un mec qui est planqué, qu'est-ce qu'il va faire ? Il le met sur la carte, il ne le met pas sur la carte, les gens vont bouger, il faudrait vérifier à chaque fois les lignes de vue. C'est un peu chiant. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ma cam. Les battle maps n'ont jamais été ma cam, de toute façon, quel que soit le jeu. Ça, je voulais vous parler effectivement des battle maps tactiques. Je vous parlerai des stratégiques plus tard.
qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on trouve aussi beaucoup d'autres trucs dans le bouquin. Hein, alors, je ne vous ai pas parlé effectivement des modificateurs de tir par rapport à la distance. Je ne vous ai pas parlé effectivement des explosions. On a tout un système pour les explosions avec, vous voyez, c'est des diagrammes d'explosion. Voilà, une mine par exemple qui explose devant elle, bah, en fait, elle va affecter, vous voyez, les hexagones qui sont ici. Ça, on va se rapprocher sur les battle maps, etc., etc. Euh, J'avais noté infection. Oui, parce que quand vous prenez des dégâts, il se peut que ces dégâts s'infectent. Hein. On n'est pas dans un environnement très safe et vos dégâts peuvent s'infecter. Vous avez les règles effectivement pour faire le recovery et les soins, mais les dégâts peuvent s'infecter. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, les critiques, ce que je voulais vous parler tout à l'heure, on peut stabiliser des critiques, mais après il va falloir un certain nombre de temps pour les soigner définitivement. Si vous bougez quelqu'un sur le feu de l'ennemi alors qu'il a pris un critique, bah, ça risque de s'empirer. Tout est prévu là-dedans, donc là on est... Vous avez la noyade tombée, le feu, la guerre chimique, vous avez l'effet des radiations également, vous voyez, voilà, hein, parce que quand vous arrivez dans un endroit qui est irradié, bah, vous allez prendre ou des radiations permanentes, ou si vous restez, enfin, temporaires, ou si vous restez trop longtemps, des permanentes. Vous allez lancer un dé, vous allez voir si la contamination, alors là, ça va vous rendre malade, ça va, enfin bon, bref, c'est pas joyeux, tout ça. Et vous avez après tous les... vous n'avez pas que ça, vous avez des règles aussi pour essayer de piller en fait une épave, pour récupérer des objets, pour récupérer des morceaux d'équipement, pour réparer le vôtre éventuellement. Hein, admettons que vous ayez une Jeep qui soit endommagée, vous trouvez un véhicule qui lui aussi est abandonné, vous allez voir ce que vous allez pouvoir trouver dedans éventuellement, vous allez faire des jets, tout ça. Toutes les règles sont prévues là-dessus. Donc ça c'est... On est dans du survival et tout est pensé, c'est bien fait. Les prix dans ce monde, oui, comme je vous disais, la société s'est un peu effondrée, hein, quand même. Hein, les bombes nucléaires n'ont pas aidé. Et donc, en fait, tous les prix se vendent en prix serrant cartouches. C'est un nombre de cartouches, en fait. La monnaie d'échange, c'est la cartouche. Vos équipements à une valeur de... Comment dire, de... relatability, Fred, pour savoir si elle tient la route, on va dire, si elle n'est pas abîmée, si elle est safe. J'arrive pas à trouver le mot. Je vois très bien ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à trouver le mot. Je suis désolé. Et vous avez effectivement après toutes les armes, comme donc, alors là on en a un certain nombre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois avec leurs caractéristiques, et on va même jusqu'au au bazooka, vous avez le javelin, vous avez les armes soviétiques, après les armes suédoises, et vous avez les armes polonaises. Vous avez les armes aussi pour les civils, hein, parce que vous pouvez tomber sur des civils. Et vous avez aussi les véhicules, parce que vous pouvez avoir aussi des tanks éventuellement, hein, des véhicules blindés. Tout ça est prévu à ce niveau-là. Vous voyez, du T-55 au T-80, par exemple. Des Abrams, vous avez vraiment tout le matériel militaire de l'époque, enfin tout, non, mais de quoi mettre en place vos parties. La portée des radios, les matériels d'observation, le matériel pour se protéger, vous avez donc, vous voyez, à peu près tout. Et vous avez également la possibilité de faire votre base. Mais faire votre base, c'est pas ça va être quelques jours, hein, parce qu'en fait, le champ de bataille est mouvant, hein, quand même. Donc là, on n'est pas dans du survival comme post-apo, qui est un peu calme, parce qu'en fait, on est pendant l'apocalypse. Mais vous avez quand même les règles pour ça. D'ailleurs, en fait, voilà. Et donc, ça va maintenant m'amener à vous dire qu'est-ce qui se passe d'une manière stratégique et journalière. Donc là, on arrive dans la partie stratégique, ou plutôt la partie bac à sable. C'est-à-dire parce qu'au début, si vous jouez sur le sitting polonais, vous voyez, vous avez une ville. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à cause de la caméra. Je vais essayer de tirer un peu une ville qui s'appelle Kalisz. En fait, votre unité a été engagée ici. Et c'est fait, en gros, pulvériser là. Vous êtes quelque part par là. Et vous êtes livré à vous-même. Donc, vous voyez cette carte, une carte de la Pologne. Alors, vous avez Varsovie qui est ici, Lodz.
Donc Kalitz, là où vous commencez, et des hexagones. Parce que vous avez, en fonction du véhicule, car tout groupe au départ va avoir un véhicule, vous allez le tirer au hasard. Et ce véhicule va vous permettre de vous déplacer sur la carte d'un nombre d'hexagones par quart, mais vous allez aussi bouffer de l'essence parce que, comme je disais, on est dans un survival, même si c'est un survival militaire, vous êtes livré à vous-même et, et en tout cas, il n'y a plus de logistique, vous vous démerdez, vous n'avez plus d'unité, plus de commandement, enfin bon, c'est le gros bordel. Et donc vous allez vous déplacer là-dessus, sur cette carte, d'un nombre d'hexagones par rapport à votre moyen de locomotion. Et vos journées sont organisées en quarts. Hein, vous en avez, je sais plus, vous avez le matin, l'après-midi, le soir, vous en avez dans la nuit aussi. Et chaque quart, bah, vous allez tirer en fait une carte pour voir ce qui se passe. Là, par exemple, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va reprendre ici, voilà. Parce que là, dans le manuel du... tout ça, en fait, c'est des rencontres. Et qu'est-ce qu'on a sur les rencontres? Ben, on a ces petits symboles. Par exemple, la rencontre là, donc une route bloquée par des maraudeurs, elle ne peut se passer que si vous êtes sur une route, hein, donc un hexagone de route dans votre, si vous êtes effectivement sur la route. Elle peut se passer de jour, mais elle peut se passer également de nuit. Et là, on va vous dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, le nombre de maraudeurs dans la journée, ça va être le nombre de personnages joueurs x 3, et la nuit, le nombre de personnages joueurs x 2. Et vous avez un tas de rencontres comme ça, et ça j'aime bien, il y en a pas mal, donc qui permet effectivement de tirer les rencontres un peu à la volée, et de donner, effectivement, de faire un peu du bac à sable, hein, parce que vous allez vous déplacer là-dessus. En sachant que le maître de jeu peut quand même avoir prévu quand même des choses. Hein, parce que vous n'avez pas de scénario dans le livre de base. En fait, tout ce que vous avez des sites de scénario. Vous avez la prison. Vous avez, vous voyez, la prison avec sa carte. Vous l'avez en carte à côté. Hein, avec les personnages non joueurs qui sont décrits, les factions qui sont dans ce scénario, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Et ça vous donne en fait une graine de scénario pour pouvoir le développer vous-même. Et là, parce que vous allez pouvoir tomber sur quelque chose comme ça, par exemple, donc un site de scénario, lui, il n'est pas déterminé au hasard. Hein, c'est le maître de jeu va dire, bah voilà, j'aimerais bien qu'il tombe là-dessus. Donc à un moment donné, je vais les faire arriver là, puis on va jouer là. Mais par contre, s'ils y vont pas, s'ils vont ailleurs, s'ils se déplacent partout, vous avez toujours ces cartes de rencontre, et il y en a quand même pas mal. Elles sont quasiment toutes maison en feu, temps désespéré, le chasseur est leur proie, tout a un prix, etc. etc. La mort venue du haut, le meilleur ami de l'homme, etc. Vous voyez, vous avez toutes les... un bus abandonné, etc. Vous avez effectivement un tas de rencontres qui vont vous permettre de jouer d'une manière bac à sable. Pourquoi? Parce que le jeu, en fait, il est prévu et on vous dit bien, en fait, le maître de jeu devrait effectivement prévoir en gros une rencontre, un site de scénario, hein, donc on piquer un site de scénario qui est là-dedans. Surtout, se mettre dans déjà le but de ce que les joueurs veulent faire, hein, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Parce que voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, il va improviser, en fait, avec ses rencontres, etc. Donc, il va pouvoir mettre ses idées un peu au propre. Et on vous dit entre 10 et 15 minutes pour préparer une séance. Surtout, en fait, aidé par ces cartes de rencontre. Donc, voilà, ça, c'est pour le truc stratégique. Alors, on le ramassera. Le but peut être tout et n'importe quoi, hein, parce que vous allez pouvoir être des civils, vous allez pouvoir être des militaires, des civils, des trucs, quoi, retourner sur votre ligne de front, vous barrer ailleurs, ou je sais pas ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc voilà, donc vous avez également la situation suédoise, il y a beaucoup plus d'eau
en Pologne. Mais comme je vous disais, je crois que AP avait parlé à un moment donné de faire éventuellement quelque chose pour la France, mais ça me semble bien compliqué parce qu'en fait la France n'est pas du tout dans cette situation. Donc par rapport au background, donc je ne sais pas comment on peut vraiment mettre ça en place. Mais bon, voilà. Donc là, le setting à l'est, une unité effectivement américaine et des civils qui vont se trimballer sur cette carte avec ces rencontres et essayer de survivre. Alors je vais vous parler rapidement de la gamme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme de 1984, du jeu de 1984, était quand même assez étendue. Il y avait pas mal de suppléments, de sourcebooks et de scénarios. Là, pour l'instant, Free League en a sorti un qui s'appelle Urban Operation, qui lui est un supplément en fait basé sur un scénar qui s'appelait, à l'époque, je l'ai noté, qui s'appelait en fait la Cité libre de Krakow. Hein. Donc voilà, on va vous donner tous les trucs pour faire du combat urbain. Et vous en avez deux qui sont en précommande chez Free League. Il y a Hostile Water, donc là, qui va se passer en fait sur un fleuve et de rajouter des règles en fait pour les petites embarcations, les embarcations. Et vous en avez un autre qui s'appelle Black Madonna, donc la Madone noire, qui me semble assez intéressant. C'est une histoire en fait de reliques religieuses. Où est-elle? Et a priori, les personnages vont se lancer sur sa trace. C'est une campagne qui me semble très intéressante. Voilà en gros pour la gamme alors actuelle. Hein. Donc pour l'instant, Urban Operation et deux à venir, Hostile Water et The Black Madonna. Donc voilà. Donc, là, j'ai fait le tour de la gamme existante. Alors maintenant, ma conclusion. Alors, ma conclusion sur Twilight 2000, c'est que Twilight 2000 est un jeu au système de règles très solide. Hein, ça, Free League sait faire. Donc, en prenant la feuille de personnage, donc voilà. Hein, je reviens. Caractéristiques, compétences. Vous lancez 2D et pas comme dans le Year Zero Engine où vous lancez un certain nombre de D6. Vous lancez 2D qui ont un certain nombre de faces par rapport à votre savoir-faire, on va dire. Vous avez des cibles qui donnent des réussites. On peut aller jusqu'à 2 réussites sur un dé. Un chiffre qui, lui, est un échec. Et ceci qui peut amener une complication. La grosse idée du système de combat, c'est ça. C'est effectivement, vous voyez, cette histoire de Rate of Fire, de ce que vous allez, comment vous utilisez votre arme. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien. Parce qu'en lançant ceci, en une seule main, vous avez à la fois, si vous touchez, si vous infligez un critique, ce que vous dépensez comme munitions, si l'ennemi en face va être obligé de faire un jet pour se planquer, etc., parce qu'il est suppresse, si votre arme s'enraye, si votre arme s'endommage, etc., etc. Parce que comme je disais, on est dans un jeu survival, et le matériel est vachement important, et il ne dure pas éternellement. Hein. Il va falloir le réparer, il va falloir en trouver d'autres, il va falloir trouver de la bouffe d'ailleurs, etc., etc. On est dans un environnement hostile. Et donc en fait, le système est vraiment très solide et relativement simple également. Hein. C'est très fluide. Donc à ce niveau-là, j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'à l'époque, je voulais le faire jouer, puis il y a eu effectivement les événements en Ukraine qui se sont déclenchés, et ça a un peu douché mon enthousiasme. Mais je pense que je vais revenir un peu dessus et certainement le proposer à mes joueurs parce qu'on n'est pas dans du post-apo pur, on est du pendant l'apocalypse, et il n'y a pas énormément de jeux en fait qui proposent ça. Son problème pour moi, alors, le problème c'est qu'effectivement c'est son côté réaliste. Hein, donc son côté vraiment mortel des combats, son côté réaliste qui peut pour certains ramener effectivement ce qui se passe à l'Est et provoquer éventuellement des angoisses, pourquoi pas. Parce que le jeu de rôle sur la Troisième Guerre mondiale qui n'a pas eu lieu, moi je dirais le jeu de rôle sur la Troisième Guerre mondiale qui n'a pas encore eu lieu. Voilà,
qu'est-ce qu'on peut... Alors, ce qu'on peut lui reprocher éventuellement, c'est qu'on vraiment, c'est axé militaire au départ, effectivement. Si, quand vous regardez la liste de l'équipement, bah, vous avez vraiment compris, je remonte ici, voilà, voilà, on est vraiment dans du gros gun, on n'est pas là pour rire. On joue vraiment des militaires en fait dans une unité qui est complètement détruite et disparate. Vous avez les chars, vous avez à peu près tout, et vous avez les règles effectivement pour les véhicules, pour ces véhicules-là. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais sachez qu'elles existent et que tout cela ça reste un système très 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 solide. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur Twilight 2000. Donc il peut plaire, il ne peut pas plaire, en fonction des goûts de chacun. En tout cas, j'espère que moi, ma présentation vous aura plu. Et je vous souhaite de bons jeux, de bonnes parties. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner éventuellement, comme d'habitude. Ça fera très plaisir à moi-même. Merci beaucoup et à bientôt.